dans cette chaîne, sur votre chaîne, où j'ai découvert vraiment plein d'infos intéressantes qui m'ont énormément nourrie, à la fois dans mon travail et à la fois moi-même en tant que patiente, parce que j'ai un TDAH. Et que du coup, dans mon boulot, bah, je suis psychologue, je reçois des patients depuis longtemps, et je fais également du diagnostic de TDAH, du diagnostic différentiel. Donc, après la psycho, j'ai fait des formations comme psychothérapeute. Et puis, dernièrement, en fait, je me suis formée au diplôme universitaire à Paris pour le TDAH. C'était un intérêt très important pour moi, ce domaine-là. Donc, voilà. Vous êtes en Belgique, hein, c'est ça? Je suis en Belgique. Oui. Ah, vous venez de Belgique, ouais. C'est pour ça que vous pouvez faire du diagnostic. C'est pour ça que je peux faire du diagnostic. Même si effectivement, voilà, il y a, enfin, voilà, on en parlera parce que c'est un petit peu compliqué, la question du diagnostic en Belgique, et je suis pas toujours d'accord avec les informations qui circulent. Je trouve qu'il y a pas mal de fausses informations à propos du diagnostic du TDAH. Et puis j'expliquerai aussi pourquoi pour moi c'est important que je m'occupe aussi de cette partie diagnostic. Euh, Bien, bah écoutez, je vous propose de vous présenter un petit peu, si vous voulez bien, par rapport à votre boulot et à ce Eh que vous ben, faites sur les réseaux. moi, je suis docteur Michael Sikora, je suis psychiatre, je suis bipolaire. Je ne suis sur les réseaux que parce que avec mes patients, on était coincés. Il y a une espèce de guerre qui s'est mise en place entre la Sécu et moi, que j'ai perdue pour le moment, de façon très claire. L'idée de venir sur les réseaux, c'était un petit peu, même pas forcément de dénoncer, mais de témoigner de la façon dont ça se passe, parce qu'il y a les ministres, etc., devant les caméras, qui sont très bien et qui prennent de bonnes décisions. Et puis il y a ce qui se passe derrière l'écran pour les patients. Et la différence est parfois flagrante. Vu que c'était l'année de la santé mentale en France, je me suis dit que c'était l'occasion. Euh, voilà, sinon, j'ai pas trop de. Je suis un psychiatre lambda en dehors de ça. J'ai pas de titre, je publie pas, je fais rien de particulier. Oui, après, quand vous parlez de réseaux, vous parlez principalement de Facebook, LinkedIn, mais moi je parle de déjà YouTube, parce que ça date déjà d'il y a un moment quand même, vos vidéos. Non, les vidéos sur YouTube, elles sont arrivées alors que moi, j'ai essayé de passer, les patients s'étaient coincés et j'ai essayé de passer par les voies classiques avec les autorités, etc., autorités de santé, etc. Et en fait, c'est là que j'ai commencé. Donc, j'ai fait YouTube et LinkedIn à peu près en même temps et j'ai Ouais. fait Facebook il n'y a pas très longtemps parce qu'en fait, il y a plus de monde sur Facebook. Et alors, sur TikTok, c'est l'explosion complète. Il y a un nombre incroyable de gens. C'est un peu trop fast-food pour moi, TikTok, j'avoue. C'est particulier. Faut aimer. Mais non, non, c'est vraiment suite à ça, hein. C'est suite à ça parce que moi, D'accord. de mon temps libre, je veux lire de la psychiatrie. Moi, enfin, c'est pas que je perds du temps, mais mon objectif, c'est d'apprendre des trucs. C'est pas forcément d'en partager à la base. Et du coup, j'ai fait ça que parce que je pouvais pas faire autrement, quoi. Ben, ouais, super. Moi, j'ai le même objectif, apprendre des choses, et c'est comme ça que je suis tombée sur vous. Et donc, il y a pas mal de choses que vous avez dit dans des vidéos qui m'ont amené à vous poser des questions, parfois à distance, à commenter. Et enfin voilà, j'avais envie de pouvoir aussi vous poser les questions de manière plus directe, et du coup, d'en faire profiter aussi les personnes qui vous suivent, qui me suivent, et qui auront peut-être comme ça des réponses. Euh, En fait, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, tout en étant interpellant, un psychiatre qui parle de sa propre maladie mentale. Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est souvent la question. Alors, les stats sont assez franches avec le biais de déclaration qu'il y a, hein, mais dans les psychiatres, les internes sont touchés soit personnellement, soit dans leur famille, dans 70-80% des cas par la maladie mentale. Et je trouve qu'on le voit bien avec les étudiants. Il y en a qui sont intéressés par la médecine scientifique, physique, etc. Et quand ils parlent aux patients, ça les intéresse pas particulièrement que ça en psychiatrie. Donc pour moi,
il faut être touché un petit peu, à mon avis, en moyenne, par la maladie mentale de près ou de loin pour passer du temps à parler avec les gens comme on peut le faire dans la discipline. Donc nous, dans les promos d'internes, il y a régulièrement des internes qui ont des maladies mentales, des antécédents familiaux assez fournis chez les internes. Et donc moi, j'en ai parlé, mais c'est un secret de polichinelle, hein. C'est-à-dire que je connais des médecins qui sont pas équilibrés, qui vont pas bien, qui sont présents 6 mois sur 12. Et tout le monde sait qu'ils sont touchés d'une façon ou d'une autre, mais personne n'en parle vraiment, quoi. Et donc c'est vrai qu'il y a c'est entre vous pouvez être complètement instable pendant une décennie et personne vous dérange, mais quand vous le savez, quand c'est su, même si vous êtes stable, vous êtes fliqué comme pas possible. Donc moi, j'ai jamais autant été contrôlé sur mon état psychiatrique que depuis que j'ai dit que j'étais bipolaire. Pour autant, avant, il y avait plein de personnes qui le savaient et on m'a jamais plus dérangé que ça, alors que j'étais autrement moins stable. Donc voilà, il y a une espèce de double Oui, d'accord. En standard qui fait, se fait là. c'est la sécurité sociale qui vient vous embêter sur le fait que vous ayez vous-même une maladie mentale, c'est ça? On vous Ah demande bah de c'est rendre ça des qui comptes? s'est passé, ouais, c'est ça qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vu que c'était coincé, honnêtement, et du coup, j'ai commencé à faire deux, trois vidéos sur YouTube, et ce qui a fait flamber la situation, c'est un article sur Egora, c'est un journal relativement enfin pas, il n'y a pas beaucoup de monde qui lit ça. Et j'ai mis en France la psychiatrie à 20 ans de retard. Et c'est probablement quelque chose qu'on peut chiffrer, à mon avis, on est plus proche de 30, 40 années. Et ça les a fait vriller. Et du coup, ils m'ont signalé à l'ordre des médecins en disant, il est instable, il est dangereux, il prescrit n'importe comment, alors qu'on avait essayé de les rencontrer avant avec l'ordre des médecins pour leur expliquer les prescriptions, etc. Et c'est une position sur laquelle ils n'ont pas vraiment bougé du tout, quoi. Donc moi, j'ai dû faire une expertise psychiatrique, une deuxième, c'est un peu l'enfer. Et là, je vais finir par quitter le pays parce que j'ai pas trop de solutions. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc c'est un échec pour le moment. C'est un échec. C'est comme ça. D'accord. Mais du coup, ça, c'est lié en fait au fait qu'ils considèrent qu'avec une maladie mentale, c'est difficile de travailler comme psychiatre, ou bien est-ce que c'est parce qu'ils considèrent que vous sur-diagnostiquez ou que vous surmédiquez? Je comprends pas bien en fait. Parce que, enfin, moi, je vous rejoins totalement sur le fait que il y a plein de psychologues et de psychiatres qui ont eux-mêmes une maladie mentale. Point. Après, moi, ma question de départ, c'était est-ce qu'on la partage forcément sur les réseaux sociaux? Et c'est personnellement une question que je me pose également, hein, parce que je partage beaucoup sur les réseaux. Et puis que je reçois des patients qui ont en fait le même trouble que moi, le TDAH, avec qui j'en parle volontiers, enfin de mon propre TDAH, j'ai pas de difficulté avec ça. Mais du coup, quoi, vous êtes repris sur le fait d'en parler ou vous êtes repris sur le fait d'avoir une maladie ou sur le fait de d'en surdiagnostiquer? Alors, c'est pas sur ma pratique en tant que diagnostic, parce que ça les intéresse pas. Je sais pas vous dire ce qui se passe dans la tête, dans leur tête. Honnêtement, c'est vraiment pas évident de savoir. Je sais toujours pas si c'est juste de l'incompétence pure, sans autre vice, si c'est parce que ils estiment qu'un bipolaire est dangereux. Je sais pas du tout. Honnêtement, c'est vraiment pas évident. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont envoyé un signalement à l'ordre des médecins en disant, bon ben il est fou, il est dangereux, il prescrit des traitements qu'on ne connaît pas, alors que je leur ai envoyé les études un mois, un an avant, hein. En fait, l'ordre des médecins m'avait contacté et puis on s'était réunis. Ils m'avaient dit, bon, ben, vous prescrivez, ils ne comprennent pas trop. Et je leur avais expliqué, j'ai envoyé les études et puis on devait faire une réunion avec la Sécu, les pharmaciens pour prévenir. Et la Sécu a dit non, on n'est pas intéressé, ils n'ont pas voulu. Et quelques mois après, je reçois le signalement, donc l'ordre des médecins qui m'ont accueilli un peu inquiet parce que quand vous lisez le document, il y a vraiment marqué il est dangereux, il met en danger les patients et il faut qu'il arrête de bosser, quoi. J'étais dans le même état que j'étais aujourd'hui, donc ils ont vu qu'il n'y avait pas de problème. Mais je ne sais pas du tout, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont en tête, honnêtement, je ne suis pas sûr. C'est compliqué parce que jusqu'au dernier moment, les médecins qui m'ont signalé dangereux, ils m'ont dit, on n'a pas trouvé les études qui justifient vos prescriptions, alors que maintenant, ChatGPT peut les trouver en 15 secondes, quoi. Donc, c'est une vraie question. Je sais pas. J'espère qu'on aura la réponse un jour, mais je sais pas du tout, honnêtement. Je sais pas du Mais tout. ça revient pour moi en fait à deux de mes questions. Ben, la première, c'est quand on dit à un patient que nous-mêmes on a le trouble,
euh, pour lequel il vient. Euh, pour vous, en fait, dans votre expérience, moi, je me pose toujours la question, hein, est-ce que c'est quelque chose qui, justement, les sécurise, les met en confiance, ou au contraire, de se dire, mais alors, est-ce que cette personne-là va pouvoir correctement m'accompagner parce qu'elle a les mêmes difficultés, quoi? Alors moi, c'est une longue réponse. Ouais, Enfin, sur les réseaux sociaux, moi, il fallait que je fasse du bruit parce que déjà à l'époque et aujourd'hui, aujourd'hui encore, le soutien des gens et la visibilité sont la seule chose qui peuvent me permettre d'avoir la paix. Et quand je dis avoir la paix, c'est juste que la Sécu dise, écoutez, docteur Sikora, on vous fout la paix, vous faites votre boulot, les patients sont contents, on s'est planté, merci, je veux que ça. Et donc, pour faire du bruit sur les réseaux, il y a des fois où j'ai été sympa, des fois où j'ai été moins sympa. Et en fait, je vous dis pas que c'est calculé à chaque fois, on est d'accord, mais il faut avoir en tête que j'ai pas forcément le même objectif à chaque fois. Maintenant, j'ai suffisamment de personnes qui me suivent, donc je vais pouvoir répondre à peu près pareil sans m'embêter. Mais le côté provoque est parfois aussi là parce que c'est des trucs très bêtes, hein, mais des fois, il y a des gens qui postent, ils ont plein de followers. Et du coup, si je réponds un truc, ça fait plein de vues. Et c'est des trucs comme ça qui font que, mine de rien, j'ai réussi en un an et demi à avoir 20 000 followers sur LinkedIn, ce qui est pas dégueu. Il y a plus, hein, mais pour la psychiatrie, c'est pas dégueu. Et, et, et c'est pour ça, et c'est aussi pour ça que j'ai parlé de mon diagnostic, parce qu'effectivement, il n'y en a pas 36 000 des psychiatres qui ont un trouble bipolaire qui le disent. Dans d'autres pays, il y en a, mais en France, pas à ma connaissance, et du coup, ça m'a permis de monter un peu. Donc, c'est vraiment utilitaire quand j'annonce mon diagnostic sur LinkedIn, et quand je le fais avec les patients, c'est pareil. Je pense que d'annoncer de partager un diagnostic de TDAH pur, si tant est que ça existe, mais tel que les gens se l'imaginent. Bon, on n'en parle à pas. reprendre, à reprendre. Et un diagnostic de schizophrénie, par exemple, c'est pas tout à fait chargé Pas la de même la même chose. façon, on est d'accord. Non. Et moi, mon trouble, honnêtement, je sais pas dire s'il est grave ou pas. Sans traitement, je serais mort, ça c'est une certitude. J'ai fait, je sais pas, 20, 10, enfin moi j'ai passé 25% de ma vie dépressif, si vous voulez. Et, euh, et c'était, mais c'était des dépressions modérées, mine de rien, parce que j'ai quand même réussi à rattraper derrière. Enfin, vous voyez, il y a pire. Donc, je pense que je suis un peu entre les deux. Vous voyez, je suis suffisamment touché pour que ce soit sale. Vous voyez, que ce soit. Enfin, enfin, moi, quand je suis déprimé, je me lave pas, je me gaffe de bouffe, je, je suis suicidaire, j'arrive pas à réfléchir. Enfin, c'est catastrophique, honnêtement. Il y a vraiment rien d'élégant là-dedans. Mais c'est pas assez grave pour que je puisse me permettre de penser, comprendre ce que ressentent les gens qui ont une schizophrénie ou qui ont été hospitalisés en psychiatrie, etc. Donc moi, quand je le dis, enfin, ce que je partage avec les patients, c'est que on peut pas comprendre ce que c'est. Je pense qu'on peut s'imaginer un peu ce que c'est que d'avoir un trouble bipolaire si on n'est pas touché ou une schizophrénie, mais on peut pas comprendre. Il y a des trucs qui se comprennent pas, honnêtement. Je veux dire, moi, je me souviens en train de regarder frénétiquement si je pouvais acheter des chemises Ralph Lauren que j'ai jamais portées pour avoir la Banque de France qui m'envoie un courrier 2 semaines après. Je dormais pas de la nuit, tous les sites pour acheter des fringues. Bref. Je pense qu'on peut imaginer, mais on peut pas trop comprendre. Vous voyez, c'est pas vraiment faisable. Donc moi, quand je le dis aux patients, c'est uniquement pour les patients qui n'y croient plus, qui vont dire qu'en fait, il leur reste pas 50 000 essais de médicaments. Vous voyez, ils ont déjà fait les tours des psychologues. Je dis pas que la psychothérapie marche pas, mais il y a des patients qui font le tour, ne serait-ce que pour des questions de budget, hein. Je leur dis, on va tester un traitement. Et il y en a qui ont testé 15 médocs avant. Donc, quand j'arrive avec mes tatouages et que je dis on va tester un médoc, il y en a qui ne sont pas convaincus du tout. Et moi, quand je le dis, c'est que je pense que de le dire permet de mettre un petit peu d'espoir chez quelqu'un dont je ne suis pas certain qu'il va passer le prochain rendez-vous sans faire une tentative de suicide avec un risque d'aboutir conséquent. Donc voilà, donc moi quand je dis mon diagnostic, c'est vraiment ça sert, soit ça sert pour les patients directement, enfin j'essaye, j'imagine que, soit sur les réseaux, bah, c'est parce que ça m'a servi à avoir un petit peu
Hmm. d'exposition. Et sans ça, je pense que j'aurais pas vraiment fait autrement. Et en plus, la Sécu a mordu complet puisqu'ils sont engouffrés dans le truc en disant, bon, ben, il est dangereux, la preuve. Euh, je regrette pas. Je regrette pas. Ouais, je suis assez d'accord avec vous en fait. Enfin, pour moi, partager en fait, c'est de pouvoir montrer aux gens que c'est bon quoi. Enfin, on peut vivre avec ça parce que parfois les patients pour le TDAH, hein, je parle ici, l'impression que jamais ils arriveront à leur but, jamais ils feront quelque chose de valable, jamais ils réaliseront leur projet, enfin, qu'ils seront toujours en grosse difficulté. Et finalement, moi, quand ils me voient au cabinet, ils n'ont pas l'impression que j'ai un TDAH. Euh, et donc voilà, pour moi, partager ça avec eux, avec certains en tout cas, c'est vraiment de leur dire, bah, en fait, il y a moyen, quoi. Il y a moyen de vivre avec ça, il y a moyen d'avoir un boulot que tu adores, il y a moyen d'avoir une vie qui fonctionne. Enfin, voilà, c'est possible, quoi. Euh, je voulais parler aussi peut-être déjà prendre au départ, c'est quoi la bipolarité pour les personnes, par exemple, qui nous écoutent et qui connaissent pas le trouble, et c'est quoi la stabilité dans la bipolarité? Ben, la bipolarité, c'est vraiment des phases d'humeur qui reviennent, des problématiques soit de phase maniaque, soit de phase dépressive, qui reviennent de façon cyclique, sans raison identifiée. Alors les gens trouvent toujours des raisons, hein. Là, moi, ça y est, c'est l'automne. Il y en a qui font des dépressions saisonnières tous les ans. Il y a toujours une explication. Là, c'est mon père qui est mort. Là, c'est mon chien qui est malade, machin. Mais quand on les suit pendant 5 ans et qu'on voit que tous les jours... Attendez, le son n'est pas bon, je vous entends pas Ah bon, bien. vous m'entendez pas? Ouais, ouais, C'est mieux là? oui, c'est mieux. Ouais. Ah, excusez-moi. Et donc pour moi, voilà, c'est des problèmes d'humeur qui reviennent de façon cyclique, inexorablement. Et donc en fait, on met dans le panier épisode dépressif caractérisé des gens qui font une dépression suite à un divorce à 40 ans et des gens qui font une dépression tous les ans ou tous les 2 ans depuis l'âge de 14 ans. Donc en fait, ce panier de troubles et d'épisodes dépressifs caractérisés, il est trop gros. Et donc, le trouble bipolaire, le vrai, celui qui a du sens en termes de prise en charge, en termes de pronostic, etc., c'est le mélange de gens bipolaires qui font des phases maniaques et ou des phases dépressives, même si les phases maniaques uniques, c'est assez rare, et des gens qui font des problématiques dépressives récurrentes. Donc, en fait, le vrai terme, c'est maniaco-dépression et c'est des problématiques thymiques récurrentes. Donc, le DSM fait la différence et met l'accent sur la polarité. On est d'accord, c'est est-ce qu'il y a un épisode maniaque ou hypomane? Oui, non. Sinon, paf, vous êtes dans le seau avec tous les autres, alors que la nature a plutôt fait ça dans l'autre sens. Et est-ce que c'est récurrent ou pas? Oui, non, oui, vous avez une maniaco-dépression. Non, vous avez autre chose. Mais donc voilà, et donc d'être stable, c'est simple en fait. Je dis pas que c'est facile, mais c'est simple. C'est quand on fait plus de dépression. C'est ça que ça. Donc moi, par exemple, sans traitement, je suis dépressif de maintenant jusqu'en mars depuis l'âge de 14 ans, inexorablement, de la même façon à chaque fois. Quoi qu'il se passe, je veux dire, c'est la même chose. Et donc, c'est l'avantage d'être très cyclique comme ça, c'est que quand le traitement marche, on est vite fixé. Vous voyez, si j'ai 2 ans sans dépression, bon, ben, c'est fini. Et donc, le côté bipolaire de la maniaco-dépression, c'est les phases hautes. Donc là, les gens ont en tête d'être euphorique, etc. Moi, j'ai jamais connu ça. Quand je suis haut, je suis furieux. Je suis furieux. Je pourrais taper dans les murs. Mais je pourrais frapper ma femme si elle m'agaçait. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Je pourrais faire n'importe quoi, honnêtement. Et c'était de pire en pire à chaque fois. Et donc, je suis fatigué, mais j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à réfléchir, tout m'agace, je dors pas de la nuit, je fais 36 000 trucs. Donc, c'est pas euphorique du tout, c'est loin d'être le cas pour moi, mais c'est pas très fréquent d'avoir des gens que euphoriques. Et c'est ce qui fait que je prends mes traitements, parce qu'il y a des gens qui sont euphoriques et du coup qui ont la nostalgie de ça. Moi, j'ai rien, la maladie, dans ses manifestations d'humeur, ne m'a rien donné que je veux garder. Donc, c'est beaucoup plus facile de prendre les traitements. Il y a des gens où les phases euphoriques sont analogues à prendre de la cocaïne pendant 3 mois, quoi. Et donc, c'est tellement Ah ouais. agréable qu'ils y retournent. Donc, c'est ça. Donc, en gros, la maniaco-dépression, c'est passer la moitié de sa vie soit dépressif pleinement, soit avec
symptômes sans être classant dépressif. On est subclinique, on est juste en dessous. Et c'est un handicap complet, quoi. Donc, je veux dire, hein, Mm. c'est un fardeau. Oui, et en fait, du coup, c'est possible d'arriver à zéro dépression. C'est ça la stabilité. Parce qu'il y a des patients, par exemple, qui ont un traitement et qui arrivent dans un état où bah, cette dépression, elle continue à être régulièrement présente, peut-être un peu plus atténuée, mais comme si finalement c'était une fatalité, quoi. Est-ce que je fais bien de me dire que ces patients-là n'ont pas encore atteint la stabilité, que cette stabilité est possible pour tous les patients bipolaires et que du coup, la médication doit être revue, qu'il faut retourner voir le psychiatre jusqu'à arriver à cette stabilité dont vous parlez? Alors, je pense pas que tout le monde puisse être traité, ne serait-ce que parce que le trouble bipolaire, enfin, c'est trop large. Ouais, il y en a qui ont il y a des familles où il y a 15 suicides, des éléments psychotiques, du cannabis depuis 15 ans. Et donc, si être stable, c'est de ne plus avoir d'éléments d'humeur, ça, c'est probablement possible chez la majorité des gens. Si être stable, c'est retrouver une vie qui vaut la peine d'être vécue avec, je sais pas, un boulot, une famille, etc. Il y a quand même cette notion de temps sur lequel on ne peut pas revenir et la maladie nous prend des choses qu'on n'arrive pas forcément à rattraper. Moi, pour répondre à votre question, je pense que je n'ai encore jamais vu de patient chez lequel on ne pouvait pas améliorer la prise en charge sur le plan pharmaco sans commencer à prescrire n'importe quoi, hein. Mais enfin, on est en France, le nombre de psychiatres qui prescrivent des antidépresseurs chez les patients bipolaires est massif. Il y a des molécules qui sont jamais prescrites ou presque, comme le pramipexole, les hormones thyroïdiennes ou que sais-je. Et donc, clairement, moi, dans mon écosystème, j'ai encore jamais rencontré de patient où je pouvais dire, écoutez, on a tout fait, c'est plus la peine. Et sur le plan psychothérapeutique, j'imagine que ça va être un peu la même chose. Ça va être compliqué de dire qu'on a tout essayé parce que je pense que, enfin, tu vois, on peut finir par trouver quelqu'un avec lequel ça se passe bien, qui a des idées nouvelles, etc. Oui, J'imagine que ça clairement. un peu aussi. Après, on ne réglera jamais la bipolarité, quoi. Enfin, moi, je travaille pas avec des patients bipolaires s'il n'y a pas de traitement médicamenteux et un psychiatre dans le jeu, quoi. Sinon, la bipolarité, elle se règle pas par la psychothérapie. Enfin, ça, en tout cas, c'est ma pensée. Bah après, il y a des choses qui relèvent de la psychothérapie et qui peuvent influencer sur la bipolarité. Donc moi, par exemple, je me couche à 22h30 tous les soirs. Oui, oui. Et il y a des patients qui pourraient être stables, mais qui ne le sont pas parce que ils n'arrivent pas à se coucher plus tôt, ou alors qu'ils sont dans un boulot. Ouais, moi, j'ai des patients, ils ont décidé qu'ils allaient garder le même boulot, sauf qu'ils font des horaires alternés et que ça les éclate complètement sur le plan de l'humeur. On a Nicolas Demorand, là, qui est un présentateur radio, qui a fait un livre, qui a fait qui a eu un succès dont il peut être fier, mais qui se réveille à 3 heures du mat, en fait, pour faire ses matinales. Et donc, quand il dit qu'il n'est pas équilibré, c'est vrai que, à mon avis, par exemple, là, il y a un travail psychothérapeutique pour essayer d'avancer un petit peu, faire le deuil de ça, ou alors être prêt à payer les conséquences. Mais c'est vrai que enfin, autant j'ai des patients sur le plan pharmaco, on peut faire plein de choses, autant sur le plan thérapie, ne serait-ce que parce que la dépression, les alternances d'humeur font des ravages sur la personnalité, hein. Enfin, je veux dire, c'est compliqué de se construire quand on est déprimé la moitié du temps. À mon avis, il y a toujours un peu de travail à faire en thérapie. Moi, ça a fignolé le boulot, hein. Clairement, il fallait que je sois stable avant, mais je serais pas stable à ce point-là si j'avais pas fait de la thérapie au passage. Ah, mais clairement, moi je dis pas qu'on n'a pas de rôle, au contraire. Je trouve que justement, d'avoir une thérapie où on peut voir nous, un patient toutes les semaines, toutes les 2 semaines, alors qu'il peut voir son psychiatre peut-être tous les 3 mois, ben, on a au minimum un rôle d'accompagnement, de soutien, de surveillance du patient, de gestion avec lui, enfin d'avoir un regard extérieur sur les changements au niveau de ses humeurs. Parfois, certains patients se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'entrer dans une phase dépressive ou au contraire dans une phase maniaque. Donc oui, clairement, moi je suis convaincue enfin, du bien fondé de la thérapie pour ces patients-là. Je dis simplement que pas en l'absence d'une médication quand il y a une bipolarité avérée. En tout cas, moi, c'est mon cadre, clairement. Mon cadre de Ah oui, boulot, je... oui. Souvent, les gens ont en tête voilà, faut que je sois stable avant. À mon avis, la thérapie peut commencer un petit peu plus tôt
que, bien sûr. mais trop tôt, c'est pas bon non plus. Enfin, j'ai des patients, honnêtement, c'est pas la peine, hein. Enfin, clairement, ce serait du temps perdu. Et à mon avis, la thérapie trop tôt, alors que l'humeur est pas bonne, on a tous un seuil de thérapie. Vous voyez, je pense pas qu'on peut faire de la thérapie pendant 20 ans sans finir par en avoir marre. Donc, je pense que c'est commencer à brûler un peu des cartouches dans le vent. Donc, oui, oui, il faut pas se tromper. En Et ça, c'est des fait, le belles rôle, études, hein, franchement, pour sur moi, ces le rôle de problèmes. la thérapie avant la médecine, si on commence avec un patient bipolaire, c'est d'installer la relation de confiance de manière à ce qu'il puisse accepter d'aller voir un psychiatre et de reconnaître sa bipolarité et donc de faire un relais vers un psychiatre à un moment. Mais évidemment, enfin, je les prends, ces patients-là, parce que parfois, ils sont pas prêts. Enfin, je vais pas leur jeter à la figure qu'ils ont un Bah, trouble de toute façon, bipolaire. Il faut du temps, faut installer d'abord la relation thérapeutique. Et puis effectivement, quand on commence à identifier des signes de la bipolarité, ben, c'est de continuer à accompagner, à soutenir le patient, à voir comment il va réagir, je veux dire, à l'annonce de la maladie et à l'accompagner vers l'entrée en contact avec un psychiatre, quoi. Ouais, on a tout un rôle à jouer. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, qui arrivent dans des états où on ne peut même pas travailler. Je veux dire, c'est impossible. J'ai un monsieur qui est venu il y a 2, 3 semaines. Il était dans un tel état de confusion. Je ne sais même pas si ça appartenait à la bipolarité. Enfin, mais en tout cas, moi, je voyais de la confusion totale devant moi. ouais. Je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire. Donc, j'ai d'abord rappelé le médecin traitant pour demander que monsieur soit d'abord un petit peu géré en termes de médication avant de pouvoir commencer quelque chose et peut-être d'identifier un trouble qui pourrait l'amener ensuite à consulter un psychiatre en parallèle de la psychothérapie. Mais ouais, voilà. Dans certains cas, on sait vraiment rien faire. Je pense, ouais. Et c'est l'inverse. Nous, il y a aussi des fois où on a des gens où la prise en charge relève de la psychothérapie exclusivement et on peut mettre des médocs ou je sais pas quoi et ça progresse pas d'un iota. On a aussi la même chose dans l'autre sens, hein. Ouais. Sûrement. Et donc, quand je posais aussi la question de la bipolarité, c'est parce qu'on entend parler de plein de formes de bipolarité. Enfin, est-ce que ça existe tout ça? Les bipolarités à cycle court, les bipolarités sans phase maniaque ou hypomaniaque. Euh, Comme si finalement le trouble borderline n'existait plus, mais que c'est une bipolarité. Pourquoi pas? Mais je veux dire, pour moi, enfin, en tout cas en termes psychodynamiques, parce que je vous ai dit que c'était un de mes modèles, euh, c'est deux choses différentes, quoi. C'est deux, ouais, c'est deux problématiques très différentes. Donc, la bipolarité à cycle court, on en pense quoi? Bah pour moi, ça fait partie sur les deux diagnostics là, le DSM fait partie enfin le trouble borderline dans le DSM fait partie des troubles qui sont à mon avis les moins pourris en termes de description. Je pense que c'est pas si mal honnêtement. Et du coup, comme dans tous les diagnostics du DSM, il y a des facteurs qui se chevauchent avec d'autres troubles. Et donc là, le Mhm. trouble bipolaire et le trouble borderline, il y a des éléments qui se chevauchent très clairement. Et si on regarde sur la labilité émotionnelle, qu'on peut faire rentrer dans les cycles courts, ultra rapides, etc., oui, c'est dur de discriminer. Après, moi, je trouve, mais c'est mon expérience personnelle, sur une vision un peu plus longitudinale, quand on voit des patients ou des patientes qui déclenchent des éléments très bruyants sur le plan clinique suite à des interactions interpersonnelles avec des fonctionnements cognitifs tout noir ou blanc, avec des passages à l'acte parasuicidaires, etc. Je trouve que c'est pas si difficile de faire la différence et des fois, effectivement, il y a les deux. Et moi, j'ai eu des comportements très borderline lors de lors de mes phases dépressives un peu mixtes. Je me vois envoyer des messages à ma femme, je te quitte, retiens-moi, enfin des trucs inefficace au possible. Donc voilà, je pense que il y a des surdiagnostics de troubles bipolaires qu'on file sur des patients atteints de troubles borderline, aucun doute. On voit aussi l'inverse. Moi, ça m'est arrivé par effroi de suivre des patients en groupe de thérapie comportementale et dialectique pendant un an.
Et puis en fait, un jour, elle vient me voir, elle me dit, mais quand même, dans ma famille, il y a des bipolaires, on peut pas mettre un peu de lithium. Je mets un peu de lithium, elle est nickel, elle est nickel. On la voit, on se voit tous les 6 mois, elle a un boulot, elle a repris sa vie. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est parfois, enfin, d'un point de vue psychiatrique, à mon avis, il faut avoir en tête que on peut se tromper malgré que ça a l'air extrêmement clair et que oui, il y a des surdiagnostics dans un cas comme dans l'autre, très, très clairement, ouais. Mais non, oui, ça Ouais, existe. Ça fait partie des ouais. diagnostics. On ne peut plus valide le trouble borderline, hein. Je pense que c'est Hmm, sous-diagnostiqué, enfin, c'est mal hmm. diagnostiqué, c'est sévère. Mais oui, on est d'accord. Et pour venir sur le TDAH, je trouve qu'il y a aussi une confusion parfois où des patients arrivent avec une croyance qu'ils ont un TDAH et où finalement ben, c'est un trouble borderline, d'où vraiment, mais ça on parlera peut-être du diagnostic et de comment enfin, moi je travaille et de voir un petit peu si on est d'accord sur la manière dont ça se réalise. Mais donc, je vous avais découvert aussi à l'époque sur le TDAH. J'étais très intéressée par ce que vous y disiez, évidemment, parce que je me sens concernée, enfin, parce que je suis concernée. Et, euh, et aujourd'hui, vous parlez moins du TDAH. Vous avez bien un TDAH? Bah, c'est une vraie question. Moi, j'en sais rien, franchement. Moi, le Concerta, le méthylphénidate libération prolongée là, que je prends, sur l'attention volontaire, ça fait rien du tout. C'est-à-dire que je pouvais me concentrer 15 heures sur un bouquin avant et je peux le faire après, ça n'a rien changé. Je suis juste moins énervé, quoi. Je suis beaucoup moins énervé, mais ça fait quasiment que ça. Et donc, je pense pas que en tant que patient bipolaire, j'ai la malchance d'avoir et un trouble bipolaire et un TDAH, à mon avis, mais je me trompe peut-être. Pour mon cas, c'est des symptômes qui ressemblent à un TDAH, mais qui n'évoluent pas de la même façon, qui sont à mon avis très différents de d'autres patients qui ont un TDAH ou il n'y avait que ça, si vous voulez. Euh, mais c'est une vraie question. Alors, est-ce que j'ai les deux? Moi, j'essaye de pas trop mettre ça en avant parce que je trouve qu'on manque pas d'experts ou de discours sur le TDAH. Et c'est pas contre vous, hein, c'est ce pan-là de l'information, à mon avis, est déjà largement mis en avant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que plus il y a de patients TDAH, plus il y a de prescriptions. Les prescriptions de psychostimulants explosent. Et dans l'eau, il y a des patients bipolaires qui n'étaient peut-être pas bipolaires, ou pas beaucoup, et qui vont prendre de la Ritaline alors qu'il n'aurait pas fallu, et qui vont finir par aggraver leur maladie pour se retrouver clairement dans les troubles de l'humeur. Et je pense que là, il y a un danger, mais qui est un enjeu de santé publique qu'il faudrait mettre sur la boîte du méthylphénidate. Honnêtement, là, il y a marqué ne pas conduire. C'est d'une bêtise sans nom. Il y a moins d'accidents de la route quand les gens prennent de la Ritaline. C'est débile. Je pense qu'on aurait pu mettre attention si vous avez des problèmes d'humeur. Et moi, il y a un biais de sélection, c'est-à-dire que moi, je vois des gens qui ont vu, qui ont, qui ont un TDAH sur le plan phénotype, ils ont les symptômes, etc. Mais il y a des problèmes d'humeur aussi. Et sur ces gens-là, quand il n'y a que de la Ritaline, en moyenne, moi, je trouve que c'est vraiment pas un succès du tout. Donc, c'est plus pour ça. C'est que je pense que enfin, je m'oppose pas, mais c'est une nuance que je vois, moi, dans mon discours, mais que je vois pas forcément ailleurs. Même dans les formations, il dit traitement psychothérapie, mais bon, en moyenne, ça se termine par des médocs dans moins de 3 mois après. Il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps là, donc en moyenne, les gens ont des médocs. Et dans les cours, il y a marqué attention aux troubles bipolaires, mais en pratique, il n'y a rien derrière. Enfin, les gens, moi, quand je dis aux gens que ça peut aggraver la maladie thymique, ils ne savaient pas du tout, quoi. Donc c'est plus Ouais, pour ça. ouais, c'est vraiment, pour moi, je trouve important ce que vous venez de dire. En fait, moi, c'est ce que j'appelle l'économie diagnostique. Donc, quand on a un trouble qui explique mieux les symptômes que le TDAH, déjà, normalement, celle dans le diagnostic, dans un des critères, c'est s'il n'est pas mieux expliqué par un autre trouble. Donc, si effectivement, la bipolarité peut expliquer les symptômes qui ressemblent au TDAH, bah, il y a de la bipolarité, quoi.
Voilà. Et est-ce qu'il faut... Parce que j'entends parfois des patients me dire, je suis bipolaire, borderline, TDAH et TSA. Super. Et on commence par quoi? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est possible d'avoir tous ces troubles-là? Enfin, à un moment, il y a quelque chose qui est... Enfin, ça s'articule, quoi. Il y en a un qui démarre et puis le reste, en fait, c'est un peu les conséquences, quoi. Ah ouais, c'est une question de curseur. Moi, je sais que les gens m'aiment pas parce que je dis que le trouble, le spectre de l'autisme, là, on met trop de gens dedans, y compris des gens qui ont des symptômes qui n'auraient jamais été inclus dans la psychiatrie il y a 20 ans. Ne serait-ce que parce que plus c'est léger, plus on peut le faire rentrer dans des cases différentes. Donc en fait, moi, il y a des gens qui me pensent autiste parce que bah, j'ai des traits en termes de fonctionnement, sauf que ça s'explique quasiment uniquement avec la bipolarité, quoi. Et donc c'est vrai que c'est plus, enfin, c'est plus au détriment des patients, moi, parce que si moi, enfin, l'autisme, après, c'est pas que le diagnostic qui est mis en avant, c'est le côté neuroatypique, c'est mon identité et moi je vois passer des trucs de dingue, genre on n'est pas compris par les autres, mais c'est les autres qui sont cons. Si on était plus nombreux, ça a la tendance serait inversée et on n'aura pas à s'adapter. Mais enfin, au-delà, je sais même pas si c'est vrai ou faux, c'est pas la question, c'est qu'est-ce qu'on fout de ça après? Vous voyez, je vous dis aux gens, vous avez un trouble bipolaire, ben ça se traite, vous avez un TDAH, ça se traite, vous avez un TSA, Traite à pas. ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait derrière? Parce que moi, je suis pas au courant de thérapie efficace pour le TSA machin. Les sociétés ne sont pas prêtes à mettre de l'argent pour faire des accommodations parce que je sais pas comment c'est en Belgique, mais nous en France, c'est fini. Il y a plus, c'est complètement fini. Donc c'est plus ça, moi, je trouve, c'est encore le côté utilitaire du diagnostic. J'ai peur que parfois il y a des gens qui se fassent un peu enfermer là-dedans sans que ça les aide. Après, il y a aucun doute, et je suis sûrement responsable aussi de d'avoir raté des diagnostics. Et il y a des gens, on leur dit en fait c'est de l'autisme, ils font ah bah d'accord, et ça leur suffit. Donc c'est toujours difficile de Oui, mettre les c'est mots ça, c'est une clé de compréhension pour les gens qui l'apprennent. Parfois, ça peut être, au c'est pas, départ. voilà, ça peut au moins avoir l'effet de soulagement sur, OK, je suis pas taré, je suis pas débile, j'ai de l'autisme et ça explique pourquoi plein de trucs, en fait. Pourquoi j'ai des difficultés à comprendre les codes, certains termes, enfin, le langage parfois des autres. J'ai des difficultés dans mes interactions. Bon, pour moi, le TSA, ça existe. Oui, Après, oui, il n'y a pas de doute, hein. effectivement, il y a, il y a cette notion d'identité, quoi. Mais moi, je l'entends aussi dans le TDAH, quoi. Euh, c'est vrai que ce sont deux troubles dont on entend de plus en plus parler. Pour moi, tant mieux, quelque part. Mais j'ai à peu près la moitié des gens qui viennent pour un TDAH qui n'ont pas de TDAH. Mais parce qu'on leur a dit, il y a un TDAH. En fait, parce qu'ils sont pas attentifs, ils ont des problèmes de concentration, enfin, peu importe. Mais oui, effectivement, on en entend énormément parler. Du coup, ça peut amener parfois des gens à s'auto-diagnostiquer ou alors à avoir des diagnostics qui n'en sont pas. Enfin, moi, quand je pense aux diagnostics en Belgique, c'est souvent la croyance, en tout cas, c'est que c'est les neuropsys qui s'occupent du diagnostic du TDAH. Mais en fait, les neuropsys font un diagnostic, ils font un bilan cognitif. Donc, ils analysent en fait tous les éléments, la mémoire, les comment, l'attention, les comment, etc. Et on arrive sur des rapports que je vois arriver de 25, 30 pages et qui se terminent par peut-être bien un QI qui a un TDAH. Mais en fait, enfin, C'est pareil en c'est pas fait. ça. On évalue en fait s'il y a bien un TDAH ou si ça appartient à un autre trouble et souvent à un trouble psychiatrique, quoi. Il faut de la psychopatho dans le diagnostic du TDAH. C'est un diagnostic différentiel qui est un diagnostic clinique qui nécessite de maîtriser la psychopatho. Bon, bah, c'est bien, c'est pareil. Parce que moi, alors là, c'est pareil, il y a les neuropsychos qui montent au créneau, mais moi, je sais bien qu'ils sont pas là pour faire de l'argent sur le dos des patients, mais oui, moi, je vois plein de patients arriver où les parents ont fait des bilans neuropsycho, ergo, machin, bidule, et il aurait fallu voir un psychiatre avant, ça aurait pris une demi-heure et on aurait testé un peu de Ritaline, et puis on n'aurait pas des tests de QI hétérogènes de partout, et on aurait 500 € en plus dans la poche des parents. Donc ouais,
C'est, à mon avis, un vrai problème et les autorités de santé ont tendance à un peu diaboliser le côté psychanalytique et mettre en avant le truc prouvé par les preuves, la neuropsycho, les bilans, etc. Et pareil, hein, il y a un biais de sélection parce que moi, je ne vois que les gens qui ont fait le bilan pour lesquels ça n'a pas aidé et qui vont pas mieux. Donc, il y a sûrement des gens qui font leur bilan neuropsycho et ça se passe très bien derrière. Mais il y a une Ah oui. population pas négligeable de, de patients qui attendent un an pour faire un bilan neuropsycho avec leur enfant et puis qui se retrouvent avec un truc de 30 pages qui dit, bon, ben, allez chez le psychiatre pour un diagnostic. C'est vrai qu'on aurait pu le faire dans l'autre sens s'il y avait Oui, de ben quoi accueillir. c'est intéressant et c'est pas, enfin, effectivement, c'est pas une question d'argent ou de temps perdu, mais parfois c'est plus dramatique. Enfin, dans les groupes que j'ai sur le TDAH, j'ai des personnes qui ont eu ce type de bilan et qui ignorent qu'en réalité, elles ont une bipolarité en plus ou qu'elles ont un trouble borderline en plus et que c'est important et que c'est ça, enfin, c'est parfois la souffrance la plus importante en réalité dans leur vie, quoi. Enfin, moi, j'ai un monsieur dans un groupe, on en parlait hier, il dit, mais moi, je suis au maximum de la rilatine. Il a enfin, 70, hein, en belge, Ouais. 70. Il me dit qu'il est à son maximum de rilatine. Je ne sais pas ce qu'il en est, hein, moi, des maximums. Et il me dit, mais ça va pas, je suis hyper anxieux, je suis tout le temps anxieux, je suis obsédé par des idées compulsives. Enfin, mais il est passé par un bilan neuropsy qui lui dit qu'il a effectivement un TDAH, mais il y a probablement autre chose en fait. Euh, et cette chose n'est pas traitée si on ne traite que le TDAH avec les médicaments du TDAH, quoi. Alors moi, je suis plus là où je travaille, 500 euros, c'est un vrai problème. Honnêtement, j'ai des familles qui du coup partent pas en vacances pendant un an pour payer le truc. Mm. Enfin, quand on n'a pas l'argent, c'est moi, je suis plus. Vous voyez, quand j'ai l'impression, mais je sais pas comment c'est en psycho, que plus on en connaît, plus on doute, plus on est humble et prudent. Et donc, vous voyez, typiquement, moi, si j'ai un patient qui me dit c'est quoi la dose max de Ritaline, ben, en fait, c'est un vrai souci. Souci, il y a des gens qui peuvent monter jusqu'à 150 et qui n'ont pas d'efficacité avant 120. Euh, Enfin, moi, je suis sûr de rien. En fait, le TDAH, moi, quand je les vois, souvent, c'est après qu'ils aient vu tout le reste. Et du coup, il y a une notion de, ben, on va tester. Oui, on va tester. Est-ce que ça va mieux avec la Ritaline ou pas? Est-ce que ça se dégrade? Si oui, comment? Et il y a cette idée, donc c'est pas, vu que ça va mieux, c'est un TDAH, on est d'accord, mais il y a moi je rends vite les armes finalement, où bah, en fait je sais pas si vous avez ça ou ça ou ça, et on va essayer d'avancer parce que l'idée c'est que vous alliez mieux. Si vous allez bien et que le traitement n'a pas d'effet secondaire, du moins sur le court terme, c'est déjà ça. Vous voyez, c'est surtout ça le truc. Moi, c'est Ouais. encore une fois le côté très utilitaire. Malheureusement, le diagnostic est trop, et pas assez précis, je pense, pour que je puisse dire aux gens, non, vous n'avez pas ça, c'est hors de question. S'ils venaient en disant, j'ai un cancer du rein, il me faut de la chimio, je dirais, non, ça, c'est pas possible. Mais sur le TDAH, c'est vrai que parfois, c'est pas évident. Oui, Voilà, je sais pas ce si ça vous... qui, ce qui explique que j'y passe des heures, des heures. bon, bah oui. Des heures, pas toujours avec les patients, hein, et pas et enfin, je fais pas du tout de tests neuropsy. J'ai quand même des questionnaires qui accompagnent un petit peu l'entretien. C'est des entretiens cliniques, mais ouais, je veux être sûre de pas surdiagnostiquer, parce qu'on peut avoir comme ça cette tendance. Je me dis, moi en tout cas, j'essaye de me protéger de ma propre tendance. Je ne sais pas si elle existe, mais qui pourrait être de voir du TDAH partout. Elle existe, c'est sûr. C'est inévitable. Sûrement, C'est inévitable. sûrement. Donc, j'essaye de faire en sorte de vraiment réfléchir, quoi, enfin, longtemps et prendre du recul, voir les patients une fois, deux fois, trois fois, demander de voir le compagnon, la compagne, de les voir à des moments différents. Et puis seulement de prendre encore du temps seul et de réfléchir à l'articulation de tout ce que je constate euh, en termes de diagnostic et qu'est-ce qui explique quoi et voilà. Pour pas arriver sur des oui, il y a un TDAH ou alors qu'il y en a peut-être pas. Mais comme vous dites, est-ce que je suis dans un sans faute? Sûrement pas. J'essaye juste de me protéger
comme je peux, en fait, bah, d'une tendance que je pourrais, mais que j'ai pas envie d'avoir, quoi. Mais Ouais, c'est alors juste une intention. on Hmm. l'a tous, donc c'est plus facile à corriger quand on sait que c'est toujours dans ce. Mais moi, je surdiagnostique. Du coup, je dis pas trouble bipolaire. Moi, je dis jamais. Je dis vous avez un trouble de l'humeur, comme ça. Paf, c'est plus facile. Ça laisse plus de. Ouais, vous pensez que c'est inévitable. On surdiagnostique. Bah, alors, à mon avis, oui, mais là, c'est de la psychologie sociale. C'est plus quand je regarde la cinétique des diagnostics en psychiatrie, là, enfin, les gens, on inclut les gens qui ont moins de troubles qu'avant. Donc, c'est pas forcément qu'on surdiagnostique dans le sens où c'est pas bien, mais on est en train, la psychiatrie est en train d'étendre un petit peu son influence au fur et à mesure, quoi. Alors, les gens veulent maintenant être TDAH sans avoir la psychiatrie sur le dos, et ils ont peut-être raison, mais le diagnostic clinique est en train de s'élargir petit à petit. Dans l'autisme, c'est vraiment très franc. Je dis pas que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose, on est d'accord, que les gens ne sautent pas dessus, mais on considère des gens autistes maintenant qui n'auraient jamais été il y a 5 ans. Et pour la dépression, c'est pareil d'ailleurs, hein. Il y a des chercheurs qui vous disent, mais moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et ça n'aide peut-être pas à toute la recherche parce que maintenant, quand je lis une étude sur un traitement antidépresseur et que on a mis des gens qui avaient une échelle de dépression à 12, bah, je ne sais pas du tout quel type de patient c'est. À mon avis, un mélange de tout et n'importe Mais bon, quoi. Et ça veut rien dire. je ne sais pas si c'est au bénéfice de qui que ce soit, mais bon, ça, c'est un autre, c'est un autre sujet. Ouais. Ok. Euh, je voulais repartir du coup de la distinction TDAH et puis alors avec les autres troubles et puis la bipolarité. Parce que j'avais réagi un jour à une vidéo où vous expliquiez que TDAH c'est un syndrome et la bipolarité une maladie. On peut refaire la distinction entre un syndrome et une maladie pour vous? Euh, Alors, pour moi, le TDAH, il y a cette notion dans le temps de il faut que les troubles aient démarré avant un certain âge, etc. Et ça, malheureusement, on a vu qu'en clinique, c'est pas forcément toujours très respecté. Le trouble bipolaire, on avait fait une vidéo avec Raph intensément en podcast, je crois, qui aborde un peu le sujet, où en fait le trouble bipolaire, si quand les gens le diagnostiquent correctement, on arrive à peu près à avoir des gens homogènes dedans parce que les symptômes ne peuvent pas se regrouper avec d'autres choses. La cyclicité de l'humeur, il n'y a pas 36 000 façons d'arriver à ce problème-là. Les dépressions hivernales non plus, la cyclicité des phases hautes non plus, les antécédents familiaux, etc. C'est aussi pur qu'on peut l'avoir en psychiatrie à la schizophrénie et l'autisme quand il est défini avec des critères élevés. Le TDAH, le problème, c'est que euh, les symptômes qui sont mis en avant, qui sont des problématiques cognitives, pour la plupart exécutives, et en termes d'hyperactivité ou de manifestations motrices, mais qui sont moins fréquentes chez l'adulte, on est d'accord. Au final, on se retrouve avec une prédominance de symptomatologie attentionnelle. Et ça, malheureusement, il y a une myriade de façons d'arriver là-dedans. Et donc, il y a les consommations de produits, il y a l'âge, il y a le fait qu'on peut être simplement sur l'extrême faible des capacités exécutives attentionnelles chez l'homme. Il y a les problèmes d'humeur qui peuvent machin. Et donc, en fait, l'attention, c'est une des fonctions, c'est la fonction la plus fragile chez l'homme qui peut être attaquée par une myriade de choses. Et donc, c'est ça, moi. Il y a aucun doute qu'il y a des gens qui ont un TDAH stricto sensus, aussi pur qu'il peut l'être, qui est décrit dans le DSM. Et des fois, il y a les parents, on voit qu'ils ont la même problématique quand on fait venir les parents et qu'on est avec des enfants. Mais malheureusement, le taux de comorbidité, là, sur le TDAH, quand on a un TDAH, on a rarement que ça. Et donc, c'est plus ça, moi. C'est que moi, quand je suis grippé, mon TDAH flambe. La Ritaline ne fait rien. Et je suis, enfin, j'ai un phénotype TDAH pur, mais c'est limité dans le temps. C'est compliqué d'avoir des symptômes de maniaco-dépression induits par quelque chose.
parce que ben, par définition, ça se fait sur la durée, quoi. C'est comme la schizophrénie. La schizophrénie, c'est un trouble neurodéveloppemental aussi, en fait, hein, autant que la. Et donc, si le diagnostic de schizophrénie, c'est juste avoir un épisode d'hallucination ou de délire, ben là, ça devient juste un symptôme. Et donc, on peut avoir des délires ou des allus quand on est confus, quand on a une infection grave, quand on prend des produits, etc. Mais le diagnostic de schizophrénie, c'est compliqué de se tromper, parce qu'il y a des éléments dans le temps qui définissent ça. Vous m'entendez bien ou pas? Oui, Ou là, ça coupe. c'était un peu moins, mais ça revient, c'est Ok, bon. il faut que je corrige ça. Ah, Donc voilà. Non, avant, on m'entendait trop ouais. longtemps. Donc en fait, c'est un peu l'idée que c'est pas spécifique, enfin que les symptômes décrits dans le TDAH ne sont pas spécifiques uniquement au TDAH, un peu comme on parlerait de la dépression qui serait un syndrome et qui peut être relié à plein d'autres choses. C'est ça, quoi. Enfin, Bah, franchement, ouais, c'est ça. ouais, c'est un peu, Donc, c'est ça. donc il y a plein de gens qui n'ont que ça et c'est très clair. Et on a Ouais. aussi, et moi, bon, ben voilà, il n'y a pas que ça, quoi. Et c'est problématique. Ouais, moi j'avais compris ça aussi comme le fait qu'une maladie mentale, bah, ça a un impact sur toute la vie. Le TDAH, enfin sur toute la vie, tous les domaines. Le TDAH, il a un impact sur certains domaines qui seraient peut-être un peu plus limités que quand on a une vraie maladie mentale. Je sais pas. Ça se tient Bah, ou pas? je sais pas si je suis d'accord parce que il y a aussi si vous allez en prison, vous avez Oui, une quantité d'hommes avec un TDAH qui sont en tôle à cause de leur TDAH principalement parce que ils sont d'une impulsivité qui donne le sang-froid, quoi. Et du coup, ils ont fait de la prison. Et du coup, quand ils sortent, ils sont dans des conditions précaires. Et en fait, moi, j'ai des patients avec 20 milligrammes de Ritaline. Ça leur a changé la vie, mais du jour au lendemain, si vous voulez. Donc, d'accord, malheureusement, voilà, dans les extrêmes, il y a finalement, on arrive à trouver des situations où ça peut se répercuter et avoir des conditions pas possibles. Alors après, il y a des études, moi, j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps, qui sont belles, hein, où en fait, quand vous avez une maniaco-dépression, là, il vaut mieux être un peu trop grave que pas assez. Parce que quand vous êtes bien malade, les proches, ils voient que vous êtes complètement ah, fracassé et du coup, ils se disent pas une seconde, oui, lui, c'est qu'un branleur, il faudrait machin. Moi, quand je suis malade, je veux dire, ça se voit, je regarde le plafond en pleurant, ma femme se dit, bon, ben lui, il faut qu'on lui change ses médocs. Alors que si vous êtes un petit peu atteint, il y a toujours, et que c'est moins franc, il y a toujours l'idée que bah, il faudrait qu'il se bouge le cul, etc., etc. Donc en fait, enfin, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ouais. votre question, Oui, 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 mais oui, clairement. Et, j'ai aussi envie de poser une question sur le fait que les chiffres auraient augmenté dans le TDAH. On en entend beaucoup parler. Du coup, ça donne l'impression que c'est une maladie à la mode. Du coup, ça donne l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ont un TDAH. Or, dans mon DU, bah, on nous a dit que les chiffres, ils sont restés stables, quoi. Enfin, c'est 5% des enfants, 3% des adultes, et ça reste comme ça, ou bien il y a une évolution? alors moi, voilà, c'est là où il y a des conflits d'intérêts. Ouais, Le DU n'a aucun intérêt à sortir un chiffre qui dit que, je veux dire, il y a des gens dont la vie et la carrière dépend du TDAH et qui soit reconnu comme un trouble authentique, etc. Et c'est pas, je veux dire, je les insulte pas, c'est fondamentalement humain. Il n'y a rien de plus humain que ça. d'accord. Mais là, moi, vous voyez, j'ai en tête des études sorties dans des journaux qui font référence, hein, le Journal of American Medicine de psychiatrie, là, où ils ont trouvé 8, 9 en Suède, le diagnostic a explosé. Et en soi, enfin, je veux dire, c'est pas parce que le diagnostic augmente que c'est une mauvaise chose. Je veux dire, si demain on se rend compte que manger du saucisson, ça donne un syndrome rare et que ça fait des gens déments derrière, on aura une explosion de diagnostic et c'est pas forcément que c'est mauvais en soi. Je veux dire, moi je dissocie vraiment. Alors souvent les gens font le raccourci, mais moi j'ai jamais dit ni pensé ça. Il y a une mode sur le TDAH, mais c'est ni bien ni mal. Si jamais on montre que il y a moins de gens en prison, il y a moins de gens au chômage, il y a moins de gens qui se font virer, il y a moins de gens qui machin grâce aux prises en charge, eh ben c'est très bien. Je veux dire, c'est très bien. Et on pourrait être à 25% de TDAH. Moi, je m'en fous, honnêtement. C'est juste, faut être sûr que ça serve et on va finir par avoir les études. Honnêtement, on va pouvoir voir. Et en fait, on les a. En fait, on les a.
Plus on met des gens moins atteints, moins les traitements marchent. Donc plus ça va dans le temps, plus l'efficacité sur le risque de réincarcération ou le risque d'accident de la route, etc., moins l'efficacité des traitements est présente. Donc, euh, donc ça, il faut Ouais, que je mais vous envoie enfin, les moi, ça me études parce pose que une là, autre vous allez devoir question. me croire sur confiance, sur parole. C'est pas bon du tout. Ah non, mais clairement, je vous crois, vous lisez certainement plus d'articles de psychiatrie que moi, donc aucun souci. Moi, je vous partage en fait les informations que j'ai reçues dans mon DU, mais du coup, oui, moi, ça me pose quand même une question. Ok, si on diagnostique plus de TDAH, est-ce que c'est parce que il y en a plus? Et s'il y en a plus, est-ce que c'est parce que tout le monde devient un peu TDAH à cause des médias, des écrans, de la diminution de la durée de l'attention chez tout le monde parce qu'en fait on zappe tout le temps. Enfin, euh, voilà, est-ce que ce trouble continue à être un trouble alors? Ou bien est-ce que toutes les personnes aujourd'hui risquent d'être dans des difficultés d'attention et de concentration et donc à un moment, effectivement, d'avoir la moitié de la population qui a un TDAH, sauf ceux qui n'ont pas de smartphone, par exemple. Bah, c'est le problème, hein. C'est qu'effectivement, je sais pas, moi, je sais pas vous dire pourquoi. C'est, à mon avis, pas possible de savoir pourquoi, mais ça peut être le smartphone, ça peut être des polluants divers et variés, ça peut être parce qu'on relâche le diagnostic, ça peut être parce que, mine de rien, il y a un business massif avec la prescription de psychostimulants. C'est aussi parce que ça marche bien, hein. Je veux dire, mine de rien, c'est un des traitements qui marche le mieux en médecine, toutes spécialisées confondues, donc c'est pas déconnant que les gens en essayent. Enfin, pour moi, il y a plein de choses, mais encore une fois, c'est pas, c'est pas ni bien ni mal. Mais oui, très clairement, il y a plein de choses qui font qu'on arrive à ce problème-là. Moi, c'est vrai que j'ai installé TikTok, là, c'est impressionnant, hein. Il y a des vidéos flash de 10 secondes comme ça, c'est vraiment impressionnant. Enfin, moi, j'aurais interdit tout ça, c'est faire Et vous des arrivez à faire des vidéos plus longues sur TikTok? C'est Ah regardé, bah, ça? moi, je fais des vidéos d'une minute. Je vais commencer à faire des Ah ouais. vidéos d'une minute ou de 2 minutes là parce que bah, il y a beaucoup plus de gens sur TikTok que sur les réseaux professionnels comme LinkedIn. Moi, j'ai besoin d'avoir. Moi, mon combat n'est pas perdu tant que les gens voient comment la sécurité sociale, etc., se comporte. Si je dois m'exiler, mais que au moins les gens sont au courant de ce qu'ils font, c'est pas un combat. Si jamais je me fais virer dans le silence, c'est un échec complet. Donc, je suis prêt à me prostituer sur TikTok et faire des mini Ah. vidéos Et de en 2 minutes. est-ce qu'il y a des solutions? Parce que c'est vrai que je vous vois remonter hein, contre le DSM, contre la sécurité sociale. C'est quoi la solution? Alors, à mon échelle, moi, il suffirait que la Sécu, la directrice de la Sécu, le ministre de la Santé ou le président fassent un petit mot en disant foutez la paix à Sicora, Ah merci. oui, oui. Hmm. Bon, mais rigolez, mais Ça, ce c'est... serait possible. Ce serait possible. Mon histoire est jalonnée de personnes qui m'ont sauvé la mise quand ils ont. Parce que c'est pas la première fois que ce qui m'arrive avec la Sécu. Mais là, ils ont une toute puissance. Il n'y a pas de contre-pouvoir à aucun moment. Donc, effectivement, ça se passe moins bien. Après, ben, il y a plein de solutions, honnêtement. Enfin, moi, je fais mon blog, donc il y a le Substack et le YouTube qui sont vraiment tout public. Après, je fais un blog de psychiatrie, c'est 5 balles par mois. Enfin, il y a plein de solutions. Honnêtement, il y a énormément de solutions. Sur le plan pharmaco, qu'on ait 70% des bipolaires sous antidépresseurs au long cours, c'est une aberration. Moi, je vous code un truc qui à la pharmacie fait un gros bling si jamais on voit que il y a pas de, si on voit qu'il y a jamais de lithium qui a été essayé. Enfin, sur le plan pharmaco, il y a honnêtement énormément de solutions. Je peux en sortir 15 à la minute pendant 2 heures, hein. Mais il faut d'abord accepter le fait qu'il y a un problème. Et vous voyez, en France, ils ont fait ils ont créé une délégation interministérielle des troubles neurodéveloppementaux. Mais ça se soigne pas. Dire le TDAH, ok, mais l'autisme, ça se soigne pas et les gens veulent pas être reconnus comme ayant une maladie. Le trouble des déficiences intellectuelles se soigne pas, etc. Et je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait une délégation interministérielle des troubles de l'humeur. Parce que pour le coup, ça se soigne et on a 10 000 suicides par an. Donc, à mon avis, il y a plein de choses à faire, honnêtement.
Effectivement, juste râler pour le plaisir, c'est pas très très productif, mais je pense que je fais un peu les deux. Après, c'est des trucs un poil compliqués, donc je fais pas des posts qui s'étendent sur le sujet, mais il y a plein de solutions, hein. Ouais, non, ici, j'ai mélangé deux choses, en fait. Je parlais également du DSM et donc de l'idée qu'il y a 300 troubles dans ce DSM et que Ah oui. Ah bah c'est là, vachement... c'est la ouais. position de Gamy, là, c'est d'arrêter, parce que c'est une impasse, à mon avis, enfin, quand on voit la littérature scientifique, on est vraiment dans une impasse, et ça date pas d'hier. Je suis en train, parce que je fais mon bouquin sur le trouble bipolaire, je suis en train de regarder un ouvrage de 1000 pages qui a été écrit par une psychologue bipolaire qui fait référence, hein. Donc ça, c'est Goodwin et Jamieson. D'accord, quand vous C'est en d'une... parliez, je pensais que c'était quelqu'un d'autre parce que moi j'ai lu le bouquin d'une psychiatre bipolaire. Alors en fait, non, C'est elle est son récit de psychologue. vie. Ouais, mais elle est Ah ouais, psychologue, d'accord. c'est la traduction française qui est mauvaise. Elle est psychologue à la base. Alors, ah bon, Ah c'est non, une mais psychologue, hein. on parle pas du livre qui s'appelle De l'exaltation à la Si, dépression. C'est pas c'est ce bouquin? celle-là. Si, Et en fait, Jamieson, elle est psychologue. d'accord. C'est Bon, un bouquin de 1000 honnêtement, pages, ça. au niveau de... Ah non, mais ça, c'est le... Donc, elle a fait son bouquin de, je sais pas, 200 pages. Et après, elle a fait avec une ou un psychiatre un textbook, en fait, de 1000 pages où c'est d'une intelligence rare, je trouve. Moi, c'est un régal. Mais du coup, Vous il y a la pouvez partie nous donner les coordonnées enfin eh ben, je le vous nom de ce enverrai, ouais. bouquin? C'est Ouais. Manique Dépressive Illness, d'ailleurs. C'est de là hein, que vient la réflexion maladie maniaco-dépressive, etc. Moi, je suis pas très intelligent, j'ai vraiment rien inventé. Euh, et et il y a la partie neurobio. Et, et la partie neurobio, il y a 20 ans déjà, il disait, bon là, on n'a rien trouvé d'utile, hein, ça sert à que dalle. Mais plus tard, on pourra trouver des choses. Et en fait, c'était il y a 20 ans et on n'a toujours rien trouvé de très utile. Donc, à mon avis, il faut revenir, il faut effectivement faire table rase sur le DSM et refaire les validateurs qui avaient été expérimentés par l'équipe de Gus, là, dans les années 70 et recommencer à partir de là, quoi, je pense. Parce que là, vraiment, ça marche pas. On est dans l'impasse. C'est vraiment... et sur la pharmaco, on ressort les mêmes trucs. Enfin, c'est vraiment une impasse considérable, hein. Il n'y a pas y a pas de secret non plus, à mon avis. Donc, on Moi, mélange j'ai des vu gens la qui se ressemblent sortie pas. d'un manuel de diagnostic psychodynamique. Après, je l'ai pas consulté. Je reste sur mes références de l'UNIF, sur des choses quand même qui sont très simples et très structurées. Voilà, il y a les névroses, les psychoses, enfin, les borderline au milieu, euh, les décompensations des états psychotiques, ben, c'est les trois types de psychose, maniaco-dépression, schizophrénie et paranoïa. Ah, mais d'ailleurs, paranoïa, elle n'était pas sur votre liste. Mais moi, je vous avais dit que j'étais tout à fait d'accord avec votre liste. Mais vous mettez peut-être paranoïa avec schizo, mais enfin, non, trouble psychotique. Voilà, vous avez mis Ouais, trouble bah ouais. psychotique. Bah Voilà. ouais, ouais. Ouais, vous allez avoir un problème parce que enfin, bon, euh, moi, il faudra qu'il y ait des médocs derrière et psychose névrose, ce sera pas assez précis, je pense, pour qu'on Ben puisse oui. s'en sortir derrière. Mais en thérapie, enfin, la TCC, moi, j'en suis revenu, hein, je pense que là, de la psychanalyse bien faite, j'ai aucun souci, hein. Je l'ai dit partout ça Oui, d'ailleurs, mais vous avez peut-être raté. Mais si, si, moi, j'ai aucun après, problème avec ça. dans les névroses, ben, il y a plein de choses qui peuvent. Enfin, il peut y avoir des dépressions, il peut y avoir des phobies, il peut y avoir des TOC. Et donc, effectivement, là, à ce moment-là, ça ne nous dit pas euh, ce qui est nécessaire en termes de psychiatrie. Ça, c'est plus loin. Ça, Ouais, c'est c'est ça. vraiment dans le travail avec le patient qu'on voit s'il y a une nécessité d'avoir un traitement, même dans les névroses. Et si la dépression appartient à la psychose ou à la névrose ou à l'état limite, le borderline. Enfin voilà, moi ça reste ma grille, je la trouve assez simple, mais là-dedans il n'y a évidemment pas ni le TDAH, ni le TSA. Non, mais alors en France, vraiment, hein, en France, la psychanalyse a très mauvaise presse parce qu'il y a plein de patients qui ont subi des trucs de dinosaures.
mais qui, à mon avis, c'est pas la psychanalyse, ça. C'est juste des gus qui se mettent pas à jour et qui font n'importe quoi. Mais on peut avoir la même chose avec la TCC ou avec n'importe quelle autre approche, qu'elle soit médicale ou psychologique. Je pense que les gens se trompent un peu de combat là. Mais il y a un vrai problème avec la psychanalyse. Vous avez des trucs de dingue, hein, honnêtement. On vous apprend du Lacan qui n'a pas bougé d'un iota. Et parfois qui n'est même pas du Lacan. Enfin, vous avez des trucs, c'est des espèces de chimères incompréhensibles. Bon, donc c'est pour ça, je pense qu'en France, il y a un vrai rejet de certains patients, mais parce qu'il y a une forme de maltraitance qui, voilà, qui on peut Après, pour pas moi, nier non plus. toutes les théories sont intéressantes et je trouve que croiser les théories, c'est super intéressant. Et quand je parle de psychanalyse, moi, c'est vraiment la théorie psychanalytique, le modèle psychodynamique de compréhension de l'esprit et de la psychopathologie que je trouve assez simple, structuré, Ah ouais. structurant. Moi, je comprends pas toujours, moi. Mais C'est c'est parce que vrai. c'est un langage aussi qui est assez soutenu. Je suis pas très, très malin. Euh, Mm. mais alors, nous, la psychanalyse qui est rejetée en France, c'est une psychanalyse qui n'est pas forcément ouverte au dialogue, hein. C'est Ah une oui, psychanalyse qui s'impose à vous. Et moi, j'ai des gens qui m'ont dit le trouble bipolaire n'existe pas, ah c'est une oui. névrose, machin. Bon, voilà. Ah mais ça, clairement, moi j'ai fait mes études dans une Oui, je université sais. Freud. Le TDAH, ça n'existait pas. On nous parlait à la limite des enfants hyperkinétiques, mais après ça disparaît Ouais, dans puis c'est l'âge plus les adulte. mêmes. Ouais, parce que dans cette catégorie, sauf erreur de ma part, il y avait aussi des enfants qui avaient eu des traumas crâniens ou Ouais, des aussi. encéphalites, et du coup, ouais, il y Mm. avait des lésions cérébrales. Les gens s'offusquent en disant oui, avant, ils disaient minimally brain dysfunction, mais bon, oui, il y avait des gens qui étaient là-dedans. Non, non, enfin, honnêtement, moi, je trouve que tout est intéressant. Et il y a des psychiatres que je suis qui sont psychanalytiques et je pourrais leur confier mes enfants sans aucun problème, hein. Mais je pense que c'est plus voilà, le fait d'être à jour et de chercher la critique et de chercher machin qui fait progresser plus que le. Moi, j'ai essayé de faire la TCC, hein. Bon, je pense que c'est très bien, mais je pense qu'ils auraient pu être très bien en psychanalyse aussi s'ils avaient été mis à jour. Voilà. J'ai une dernière question à vous Allez-y. poser si vous avez encore un tout petit peu de Ouais. temps. Ouais. Euh, J'avais entendu dans une de vos vidéos un conseil sur l'alimentation et j'ai trouvé ça génial et je l'ai appliqué à un moment, l'alimentation cétogène pour le TDAH. Je ne connaissais pas, j'avais jamais entendu parler. Hein, c'est débile, hein, Ah mais je veux oui, dire. faudrait que j'en reparle. Et franchement, ça m'a bien aidé par rapport au brouillard mental. Je regrette qu'il y ait moins d'études sur les troubles mentaux, le TDAH et l'alimentation et l'inflammation chronique. Enfin, voilà, j'avais juste envie de vous entendre un petit peu là-dessus et de voir s'il y a des choses qui sont avérées. Enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a des papiers là-dessus? Alors ouais, enfin, c'est une bonne question. L'inflammation chronique, les gens ont une vision très manichéenne de l'étiologie des troubles mentaux et du coup, en fait, on est en train d'entendre aujourd'hui, en fait, c'est pas un trouble bipolaire, c'est des gens qui ont de l'inflammation. Enfin, les répercussions inflammatoires des maladies mentales et leurs implications sont détaillées et étudiées depuis des décennies. C'est un peu pour le moment une impasse parce que ça nous aide pas. Vraiment, ça nous aide pas. Et les anti-inflammatoires, qui sont des anti-inflammatoires très efficaces, hein, ont échoué plusieurs études dans plusieurs troubles. Et donc, pour le moment, c'est un petit peu un échec en termes de prix. C'est un peu comme le microbiote intestinal, où c'est un espèce de d'amassis de données avec des facteurs confondants partout qui malheureusement ne nous servent pas trop. Au milieu de ça, il y a la diète cétogène qui est pas forcément théorique, qui est d'abord thérapeutique. En fait, à la base, c'était des patients, des enfants qui faisaient de l'épilepsie et qui étaient réfractaires au traitement. C'est personnellement ceux-là en médecine qui nous intéressent, on est d'accord. Et ils ont été mis sous une diète cétogène, donc le régime de Daken, je crois. Et le taux de rechute sur le plan de crise convulsive et faramineux, je veux dire, ça marche vachement bien. Et donc après, vu que l'épilepsie et la psychiatrie sont relativement
lié dans certaines manifestations, notamment sur le trouble bipolaire. Il y a quelques propriétés qu'on retrouve avec l'épilepsie. Et en psychiatrie, on utilise des antiépileptiques relativement fréquemment. Il y a des gens qui ont commencé à se dire, bon, ben, on va faire des études où où les cerveaux des patients carburent avec des corps cétoniques et pas avec du glucose, parce que le cerveau n'a pas besoin de glucose pour fonctionner, il peut fonctionner avec le gras. Et c'est là où ça commence à merdouiller, c'est que il y a des idéologies et des enjeux de carrière qui se mettent au milieu. Donc, par exemple, il y a Chris Palmer, là, qui est un psychiatre américain qui a fait un bouquin grand public sur la diète cétogène, qui, sauf erreur de ma part, est touché par des problématiques psychiatriques. Sa mère aussi, le bouquin commence par les ravages de la maladie mentale ont allumé un feu en moi qui brûle encore pour essayer de te sauver. Enfin voilà, on voit que c'est de la psychiatrie, quoi. Et donc, il met en avant plein d'arguments, plein d'éléments derrière le mécanisme et l'efficacité de la diète cétogène. Aujourd'hui, pour le moment, on a deux problèmes. Un, ça marche pas chez tout le monde, malheureusement. Enfin, on a plusieurs problèmes. Deux, c'est dur à tenir. C'est pas facile s'il y a de l'activité physique au milieu. Donc, moi, par exemple, depuis que je refais de l'activité physique, la diète cétogène, c'est assez compliqué pour moi à tenir, donc je ne le fais plus. Par contre, quand je fais pas de sport, j'essaye autant que possible de limiter les apports en sucre. Trois, il y a des préoccupations sur le long terme qui sont, mine de rien, loin d'être mises de côté. Il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui a été fait par des chercheurs sur la diète céto, qui a été présenté comme rassurant. En fait, c'est plutôt inquiétant qu'autre chose, hein. On a les artères qui s'abîment en un an, comme si c'était 5 ans sans le reste. Et moi, en fait, j'ai pas les connaissances pour dire là, c'est un article pourri, là, c'est un article pourri. Donc, je suis un peu victime de lire les papiers et attendre quelqu'un qui dise là, c'est bien ou pas. Donc, je suis un peu à l'aveugle. Donc, moi, maintenant, la diète céto, j'en parle aux gens soit en tant que diète céto qui ont des problèmes de maladie mentale grave et ça ne peut pas faire de mal, de toute façon, il n'y a rien d'autre qui marche, soit plus sur une tentative de réduction des apports en glucides, notamment en sucre rapide, qui est surréaliste parce qu'on est dans une société où on a une quantité de bouffe. On a été sélectionné pour aimer cette bouffe et j'adore ça, mais c'est probablement assez toxique vu qu'on a des patients qui ont cette tendance à manger des hydrates de carbone aggravés par les traitements. Euh, voilà, je pense pas qu'on peut faire l'économie de ça. Donc voilà, moi j'en suis là. Et alors aussi, il y a des vrais problèmes parce que il y a des endroits où ils ont fait l'étude pour la diète cétogène, ils avaient tout préparé, et puis il y a un sénateur qui a dit non, en fait, on le veut pas, qui avait des liens avec l'industrie pharmaceutique. Et donc c'est vrai que sans tomber dans le complotisme, il est préférable pour tout le monde qu'on nous vende de la bouffe dégueu et des traitements pour gérer la bouffe dégueu, plutôt qu'on se rend compte qu'en fait, on est en train d'empoisonner les gens avec des sucres non-stop. Et donc, il y a des lobbies, à mon avis, c'est monstrueux. Donc voilà, je suis au milieu de tout ça, je ne sais pas trop Alors, quoi en après, moi, penser. je l'ai essayé vraiment de manière assez stricte pendant un mois, je pense. C'était tellement bien que, en fait, mon but, c'était de voir si ça fonctionne sur mon brouillard mental de TDAH. Ça a super bien fonctionné, mais effectivement, c'est pas tenable. C'est pas tenable à long terme. Donc là, moi, aujourd'hui, ce que je conseille aux patients, en tout cas, je regarde quand même avec eux ce qu'ils mangent, quoi. Et donc, une réduction du sucre, clairement, et des produits transformés. Moi, aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est ce que j'appelle du low carb sans être cétogène, quoi. Bah ouais, je pense que c'est déjà très bien, hein. Je veux dire, Ouais, sur la santé clairement. physique et mentale, il n'y a pas de discussion sur ça. Après, il faut pouvoir le faire et faut pas être sous psychotrope parce qu'il y a des gens. Enfin, moi, je prends pas ma kétiapine. Je suis chez McDo, je prends 4 Big Mac, il n'y a aucun problème, hein. Malheureusement, enfin, on n'est pas tous égaux sur notre capacité à dire non à ce qu'on sait délétère sur le long terme. Et ceux qui ont un TDAH, encore moins. Donc, euh, donc voilà, Et ça voilà, vous va? merci beaucoup. Merci Eh ben, c'est beaucoup. moi. C'est Et moi. bah, à bientôt. Ouais, bon courage. Ouais.